Bienvenue à tous, les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie, ceux qui font du bien, qui créent du lien, qui propagent une tradition à la française, quelles que soient vos inspirations, entre nous, vous guident comme chaque mois dans votre quotidien, dans vos projets, et on se donne aussi de l'énergie avec votre présidente, Danielle. Bienvenue. Bonjour à tous. Avec Danielle Chavant, bien sûr, Gaëtane Besson-Chavant, votre directrice. Bonjour. Nous avons Chou, nous avons Bonjour. Véro, qui vont vous inonder d'informations, toujours dans le bon sens de vos métiers. Et on se lance tout de suite dans le mois de mars, et ça repart. Le chiffre du mois 512, c'est le nombre de maires que nous allons élire en Isère ce mois-ci. Des élections qui sont importantes pour nos métiers. Les maires sont vos interlocuteurs sur bien des sujets. On en reparle. Le produit s'est fait en Isère. La box Fermier est installée au Grand Marché des Alpes à Grenoble, ex-mine marché d'intérêt national. C'est le point de vente collectif de producteurs locaux dédié aux professionnels des métiers de bouche, viande, fromage, légumes et autres produits fermiers en circuit court. Il centralise tout entre le producteur et l'assiette. Et allez, on allume le feu pour parler des élections tout de suite. Et c'est si important que c'est votre présidente, non pas de la République, mais la présidente de la République de l'hôtellerie et de la restauration en Isère, qui va vous rappeler les enjeux. C'est si important, hein? Oui, vraiment, vraiment, parce que nous avons, vous l'avez dit, 512 communes, donc c'est important, mais les 80% sont presque dans le monde rural. Donc c'est quand même un milieu qui est souvent un petit peu oublié. Et d'ailleurs, en aparté, au niveau de la région Umeora, on prévoit une grande manifestation pour restimuler, remettre un spot, un focus sur les problèmes de la ruralité et qui, entre guillemets, peut être un lieu de réorganisation de vie, de deuxième vie. On voit arriver beaucoup de Parisiens ou d'urbains qui ont envie de redécouvrir. Et il y a des affaires à faire très intéressantes dans nos petites communes, des lieux qu'on peut se réapproprier avec les mairies, etc. Il y a des jolis deals à faire. Donc ça, on le garde, ça sera pour plus tard une très grande journée sur la ruralité, parce que ça nous tient à cœur d'ailleurs depuis très longtemps en Isère, puisque on avait prévu quelque chose, mais le confinement est arrivé. Voilà. Donc, quels peuvent être les enjeux, pardon Daniel, en ruralité? Il y a souvent aussi l'auberge du coin qui était à la bande, donc il n'a pas forcément trouvé un repreneur. Quand on dit on remet l'église au centre du village, on remet aussi la cantine, la brasserie, le petit restaurant, et ça fonctionne aussi. Ça fonctionne. Il y a des modèles qui sont très avantageux dans les petites communes. Tout à fait, beaucoup d'aides au niveau municipal, région, même au-delà, hein, national. Mais c'est surtout, enfin, on ne va pas s'enorgueillir de cela, mais c'est quand même nous qui créons la vie dans les quartiers de ville, dans les villages. Sans le petit café, le petit restaurant, il n'y a plus de lieu de partage où on peut se retrouver. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une commune sur 5 est déjà sous tutelle narcotrafic. Les chiffres sont précis, viennent de sortir. Donc ça veut dire que si on ne redonne pas de l'attractivité à nos jeunes de campagne, de ne pas se retrouver sur le parking parce qu'il n'y a rien d'autre, et qu'est-ce qu'on fait? Ben là, évidemment, là, on est tout de suite vite chapeauté par plein de choses qu'on connaît. On les voit dans nos villages. Donc c'est important. Voilà. Alors le syndicat, enfin le national, pardon, notre maître à penser, qui n'est pas le nôtre, mais qui est quand même très bien, parce qu'on pense aussi toute seule, a sorti un très beau document qui s'appelle « Travailler ensemble » pour que tous les maires puissent se remémorer tout cela. Et ce que je voudrais, c'est que, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, aussi stimuler nos adhérents, parce qu'eux aussi, ils doivent porter la parole. On est des lieux, des relais d'opinion, le bar, le resto, l'hôtel, etc. Donc, on refait le monde aux zingues le matin. Voilà, exactement, au petit café ou au petit blanc de 11h, je ne sais pas si c'est encore les sorties de messe ou un truc comme ça. Donc, conclusion, on a un rôle à jouer. Alors, il ne faut pas qu'on reste dans le mur des lamentations, il faut qu'on soit maître un peu de notre activité, de l'économie. On est des lieux incontournables. Et il faut, je le dis toujours, il faut être fier, d'ailleurs c'est marqué ici, il faut qu'on soit fier d'être
des lieux de rassemblement, d'accueil. Et un touriste ou un visiteur quelconque, quel est son premier contact? C'est le petit café, le resto, c'est le lieu où il va trouver le renseignement, où il va trouver le petit mot, où il va se poser. Voilà, aussi. où il va se poser, voilà, tout simplement. Son repère. Et donc ce document, on va l'envoyer à l'ensemble à vous tous, à tous nos adhérents. Voilà. Et ce qu'on vous propose, ce qu'on vous sollicite de faire, c'est d'aller voir les candidats que vous identifiez sur vos communes. Allez voir les candidats et remettez-leur ce document. C'est vraiment un document synthétique qui rappelle tout ce qu'on peut faire ensemble entre cafetiers, hôteliers, restaurateurs et municipalités. Et donc c'est important parce que évidemment nous on va faire en sorte que le maximum de candidats reçoivent ce document, mais on va pas forcément avoir connaissance de tous, et vous sur vos territoires vous pouvez agir aussi. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots, parce que souvent on est des professions un peu en réserve, on est lisse parce que c'est nos métiers, par quelques-uns qui débordent peut-être, mais on est quand même lisse avec nos clients, on est là pour être agréable, on n'est pas là pour changer le monde, ni se lamenter, etc. Donc à force, je trouve qu'on encaisse trop de choses et il faut arrêter. Il faut reprendre nos vies, notre économie, notre profession, parce que l'IA qui est en train de nous envahir, très bien, on tape menu pour Pâques, machin, il va nous le sortir le menu. Problème, qu'est-ce qui va le faire le menu? Qu'est-ce qui va le cuire? Donc le travail manuel va être remis encore, je pense, encore plus à l'honneur, enfin, en France. Donc il faut se saisir de tout cela. Et notre président Thierry Marx a fait juste dans ce travail ensemble une phrase que j'ai soulignée parce que je ne veux pas dire, de temps en temps, je trouve qu'il est pas mal, quoi. Allez-y, parce que alors là, il est là, c'est cool. Tout le monde mange pas du chocolat. Tout le monde mange pas. Non, mais j'ai trouvé tout simplement cette phrase. Travailler ensemble pour bâtir des communes vivantes, attractives et durables, où l'hospitalité demeure au cœur du lien social et du développement local. Parce que notre rôle, ça va plus loin. Ça va plus loin parce que l'agriculture, tout ce qui est, on fait que du local. Si on disparaît, eux aussi ils disparaissent, les éleveurs, les enfin, on le sait, je regarde une professionnelle aussi qui a vécu tout ça. Donc, il faut se battre, il faut y croire, il faut aller voir les candidats, pas leur dire « Ah oui, bonjour, vous êtes candidat ». Non, vous êtes candidat, mais attention. Et leur dire quoi, alors ? Leur dire, redonner de la vie, des aides, aider ceux qui veulent s'installer. Il y a des lieux, les mairies jouent le jeu, des bâtiments qui sont en fin de vie, ou le petit café qui vient de fermer, ou le petit resto, le petit hôtel. Parce que fermer, qu'est-ce qui prend le pas? C'est Airbnb, c'est tout ça. Et les maires n'ont pas toujours conscience de comment dirais-je, de la responsabilité de tout ça. Ils sont responsables de ce qui se passe, de ces logements, de ces meublés, etc. Et souvent, c'est des voix. Le polo, là-bas, il loue un peu sa piole, on va rien dire, parce que, c'est pas grave. Si, c'est grave, parce que si quelqu'un crame dans sa piole, comme il dit qu'il a loué, c'est lui qui sera responsable. Donc, il faut leur renvoyer ces informations et après, on va décliner tout ça, ce qui n'est pas peut-être le propos du moment, mais il y a des choses, l'animation des centres, un soutien actif des communes à la digitalisation. Il faut aussi... On a quand même 220 000 professionnels en France, hein, et je vous dis, presque 80% dans le monde rural. Donc, allons-y et il faut y croire. Garder ces jeunes aussi qui peuvent ouvrir les établissements de leurs rêves. Exactement. En se mettant tous ensemble. Avec la formation, relancer les formations plus locales et les aider à avoir envie de rester sur leur territoire. Mais il y a un retour à ça. Hein. Nous, on a plein d'exemples autour de nous aussi. Vraiment, ces petits projets qui souvent sont associatifs. Il y a même des scopes aussi qui permettent bien sûr. À développer bien des beaux projets. En monde rural pour des gérants qui ont des établissements peut-être en milieu urbain aujourd'hui, et il ne faut pas hésiter à aller regarder du côté de la ruralité parce qu'il y a des vraies belles affaires à faire. Voilà. Eh bien, merci pour cette information qui est effectivement primordiale dans les semaines, dans les jours et les semaines qui arrivent. Allez, tout de suite, notre invité. Thomas Bonzi, bienvenue. Bonjour.
Vous connaissez l'émission, avocat au barreau de Grenoble, spécialisé en droit des sociétés, on peut dire? Oui. Oui, tout à fait. Vous allez nous aider à faire la lumière sur ce terme juridique qui est fondamental pour vos activités, le fonds de commerce, un terme qui entre même dans le langage courant, sans qu'on sache exactement ce que ça implique. Et c'est fondamental, notamment en cas de cession ou d'acquisition. C'est quoi un fonds de commerce? Je crois que la conversation qu'on a eue avant et l'explication qui a été donnée par Daniel Chavant était une passation de témoin pour la rubrique toute faite. Le fonds de commerce, c'est l'activité. C'est transmettre l'activité. C'est pas transmettre sa société, puisque la société, c'est on va dire la coquille, c'est la structure juridique qui habite l'activité. Transmettre son fonds de commerce, c'est transmettre son activité. C'est transmettre sa clientèle, transmettre son bail commercial, donc la relation contractuelle que l'on a, qui nous fait vivre, puisqu'on est tenu par l'engagement d'avoir une activité. C'est ce qui fait d'ailleurs au passage que le bail commercial est protecteur pour le preneur, puisque le bailleur ne peut pas donner congé, ne peut pas faire partir le locataire quand il le veut, au moment où il le veut, sans une raison légitime. Tout cela pourquoi? Parce qu'il faut protéger le fonds de commerce. Le fonds de commerce, c'est donc l'activité, la clientèle que l'on a, l'achalandage et évidemment ce qui va avec le matériel et tous ces éléments corporels que l'on intègre dans la valeur du fonds de commerce. Alors une fois que je dis ça, je détermine ce que ça contient. Et la question que tout le monde se pose, c'est d'accord, mais ça vaut quoi? Alors le fonds de commerce, dans les activités de CHR, évidemment, en fonction des territoires ruraux ou urbains, en fonction des villes, en fonction des secteurs, que ce soit la montagne ou que ce soit le bord de mer ou les grandes villes, il y a des ratios et vos experts comptables, mais également évidemment l'UMI et les acteurs de la restauration sont en mesure d'identifier les ratios habituels qui sont assez larges dans la fourchette que je vais donner, mais il faut avoir ce repère, c'est entre 50% et 100%. En gros, c'est entre la moitié du chiffre d'affaires annuel et une fois le chiffre d'affaires annuel. C'est généralement la fourchette que l'on applique pour la valorisation du fonds de commerce. Donc, en milieu rural, par exemple, c'est aussi une bonne occasion que de transmettre. Parce que finalement, cette profession, c'est aussi beaucoup de transmission, c'est beaucoup de partage, c'est beaucoup de bienveillance. Et donc, c'est aller chercher la personne à qui on peut transmettre la fourchette, transmettre le couteau. Qui n'est pas nécessairement le même que nous. Et qui ne sera pas le même que nous, à qui l'on va vendre. Oui. Et on aura d'ailleurs, si c'est à l'occasion d'un départ à la retraite, des avantages fiscaux importants pour avoir une exonération qui peut être totale de la plus-value, donc du gain que l'on tire de cette vente. Donc, à tous les niveaux, je crois qu'il faut s'intéresser à son fonds de commerce, devancer, parce qu'on ne trouve pas un acquéreur nécessairement comme cela, aussi parce qu'on a personnifié son fonds de commerce et que l'acheteur va vouloir le mettre à son goût, à sa patte. Peut-être c'est une bonne chose d'ailleurs, hein, ça donne une nouvelle vie à l'établissement. Tout cela se prépare pour regarder l'échéance du bail, regarder évidemment la transmission, aussi le personnel, puisque s'il y a bien une chose qui suit le fonds de commerce, c'est le personnel. Le Code du travail prévoit que c'est d'ordre public, les salariés suivent. Voilà. Donc, le repreneur aura l'obligation de reprendre l'intégralité du personnel qui est effectivement qui est à l'effectif au jour de la vente. Donc tout ça se prépare. Les restaurateurs sont très bien entourés, évidemment à Grenoble avec un syndicat qui est très dynamique pour répondre à ces questions. Ne pas se dire bon maintenant ça va pas, je veux vendre. Je crois qu'il faut savoir prendre suffisamment de recul, se dire qu'il faut préparer la transmission, le départ, et on peut regretter peut-être qu'effectivement dans certaines zones rurales, que ce soit les collectivités ou que ce soit peut-être certains restaurateurs, même s'ils l'ont peut-être eux plus subi que voulu, ils ne soient pas préparés à la transmission et à cette recherche. Donc c'est une très bonne chose que de discuter du fonds de commerce en parallèle de la problématique qui peut être celle de l'importance des activités en milieu rural. Est-ce qu'il y a une règle spécifique au fonds de commerce concernant les CHRD ou une quincaillerie, n'importe, est-ce qu'il y a vraiment une réglementation spécifique juridique? Alors, la réglementation spécifique juridique, elle peut se poser dans la transmission, notamment par rapport à la licence 4. C'est-à-dire que le repreneur devra justifier, en présence d'une licence 4, d'avoir la formation utile
pour pouvoir être un exploitant d'une licence 4. Le fonds de commerce, on met la matière licence 4, enfin l'objet licence 4, mais après, il va falloir en effet que le repreneur passe la formation, mais ce n'est pas forcément au moment de l'achat. Ce n'est pas une condition. Voilà. Mais pour exploiter cette licence 4, le repreneur sera tenu de passer le permis d'exploitation et d'aller faire sa déclaration en mairie. Autrement, pas de contrainte, c'est une activité. La restauration n'est pas une activité réglementée, comme peut l'être la profession d'avocat ou comme peut l'être d'autres professions. Donc, c'est la dynamique, le bon vouloir, à la fois le bon vouloir du vendeur qui veut transmettre, tirer le fruit économique du travail qui a pu être le sien, et puis le bon vouloir d'un acheteur qui perçoit le potentiel dans l'acquisition qui va être la sienne. Ce que je voulais rappeler justement sur l'aspect de la vente, parce que j'ai moi-même vendu mon fonds de commerce, bien souvent, et on le sait plus que jamais, on y met nos tripes. On met plein de choses dans ces fonds de commerce. On met notre travail, le fil de notre travail, l'accompagnement de nos collaborateurs, les investissements qu'on a pu faire, la réflexion autour d'une nouvelle offre, etc. Eh bien, tout ça, ça ne se valorise pas nécessairement au sein du fonds de commerce. Et parfois, on a envie de vendre au plus offrant. On a envie de vendre 100% du chiffre. On a envie de vendre, parce qu'on estime qu'on y a beaucoup travaillé et que c'est aussi le résultat du fruit de notre travail que de vendre et de récolter un certain montant, un certain pécule de ce fonds de commerce. Et ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que, comme vous le disiez, en fonction des territoires et on va dire de la conjoncture actuelle, il faut aussi le dire, eh bien, les ventes ne se font pas nécessairement à hauteur de ce que souhaiterait le vendeur. Et il faut l'avoir en tête parce que parfois, nous, on a des adhérents qui perdent des ventes. En fait, qui perdent cette vente-là parce que vous vous rendez compte, j'y suis restée, le nombre d'années incommensurables, j'ai travaillé, j'ai laissé ma sueur, ma vie de famille, peu importe. Et ils perdent des ventes parce que ils avaient l'acquéreur face à eux qui a proposé un certain montant. Alors, je ne dis pas de vraiment vendre au premier venu, mais quand même de considérer que l'humain, tout l'émotionnel, etc., ne rentre pas dans la valeur comptable d'un fonds de commerce et que voilà, il y a des marges de négociation, c'est certain, mais d'être quand même vigilant et de ne pas perdre peut-être l'acquéreur, peut-être le seul ou pas, quand on l'a face à soi et qu'il y a vraiment une volonté de vendre, eh bien de trouver peut-être cette marche-là de négociation et d'arriver à vendre avant que parfois on n'y arrive plus. Il faut oublier un peu l'affect. Ouais, ça, c'est important d'oublier l'affect, surtout que la plupart des ventes de fonds s'effectuent par voie de financement bancaire. Donc, excusez-moi d'avoir à le dire, mais le banquier ne va pas faire d'affect dans le traitement des données qu'il va effectuer pour octroyer un financement. Généralement, le financement du fonds de commerce, au financement du fonds de commerce s'ajoute le financement du nouveau projet, que ce soit le matériel, la cuisine, les tables, les nouvelles chaises, la décoration, les améliorations, parfois les mises aux normes qui doivent s'effectuer. Et toute cette budgétisation-là, elle s'intègre dans le cadre d'un projet. Et derrière, rares sont les projets qui ne sont pas réalisés sans l'octroi d'un prêt. Et donc, il faut en réalité mettre la valeur de son fonds de commerce en confrontation à la capacité bancaire. C'est ça le défi que doit avoir le dirigeant. C'est se dire, en réalité, si c'était moi l'acheteur, je devrais dire, OK, mon fonds, il vaut X. Mon projet va nécessiter un investissement de Y. Aujourd'hui, à la fin de l'année, combien ma structure est en capacité de gagner? Est-ce que si j'étais moi l'acheteur, je serais en capacité de payer tout ça? Est-ce que mon projet, je suis capable de me l'autofinancer? Ou sinon, à quel prix je peux payer mon fonds de commerce pour être capable de financer un nouveau projet? Et là, on retrouve sur une cohérence de chiffres. On se dit, d'accord, je ne peux pas reprocher à mon acheteur de ne pas être en capacité de le financer, parce que si j'avais moi à le faire, acheter mon fonds de commerce, remettre un coup à l'établissement pour le mettre aux couleurs du nouveau venu, je vais voir mon banquier, il va me demander un apport, admettons que je l'ai. Derrière, est-ce que ça passe pas? L'acquéreur, nous l'oublions pas, il faut aussi qu'il vive de son commerce. Donc, on le vend, très bien, mais on le vend pour permettre à un autre d'en vivre. Et il ne faut pas hésiter aussi, donc évidemment à appeler l'UMI, c'est évident, mais aussi à faire appel à des professionnels de l'immobilier qui pourraient être en capacité d'estimer le commerce, le fonds de commerce dans la situation géographique dans laquelle il est, ne pas faire qu'une seule estimation, en faire plusieurs, pour pouvoir aussi se rendre compte de toute l'attractivité commerciale, etc., outre l'attractivité, outre la comptabilité. C'est vraiment important
de ficeler ça et en amont. Oui, puis on perçoit qu'il y a des acteurs qui sont les acteurs de la restauration, qui sont les habitués partenaires, que ce soit évidemment le cabinet expertise comptable ou les cabinets conseils habituels agronomes, mais vous avez aussi dans les entrepositaires, dans tous les partenaires, y compris dans les cafetiers, des personnes qui entendent, qui voient, qui perçoivent, qui ont des réflexes, qui tournent dans tout ce milieu économique-là, qui connaissent ceux qui cherchent à vendre, ceux qui cherchent à acheter. Je crois que plus que jamais, le restaurateur, il doit être un peu comme le client chez lui, c'est-à-dire faire offre de ce partage, de l'information, ce qui est délicat, parce que quand on veut vendre, on a un peu peur. On se dit, il ne faut pas que j'en parle, parce que si je commence à dire je veux vendre, c'est peut-être parce qu'on va dire il ne va pas bien, parce que s'il veut vendre, c'est qu'il ne va pas bien. Non, il faut savoir aussi trouver les mots, trouver les occasions, trouver le message et construire finalement ce menu de passation, cette recette qui permettra de passer la main vers un nouveau projet. Très bien, merci d'avoir fait le point sur cette notion essentielle et anticipée. Merci encore. Est-ce que Oui. simplement, on pourrait peut-être en profiter pour dire un petit mot. Bon, quand c'est des départs à la retraite, etc. Mais il y a aussi des ventes parce que les affaires ne sont pas ce qu'ils devraient être, etc. Alors là, dire à nos adhérents qu'ils n'attendent pas d'aller mal. On a un tribunal de commerce qui a une écoute magnifique. Et il faut savoir, ils n'osent pas, on a honte, on se dit oh ben non, j'y vais pas. Donc on entend les adhérents, oh ben je vais vendre un petit studio. Non, surtout, non. Allez voir le tribunal de commerce pour vous aider à approcher ça et peut-être rebondir et avoir, il y a plein, tu connais parfaitement tout ça. Il faut vous faire aider, ne restez pas seul, on est là pour vous écouter et vous aider à aller plus loin sans baisser les bras. Parfait. Merci Daniel Chavant. Et merci Thomas Bonzi d'avoir été avec nous, maître. Merci. Et tout de suite, le topo social du mois, service compris de Véro. La question qui divise, la question qui va en rassurer certains, la question qui va en inquiéter d'autres, fumer en terrasse. Rien n'est interdit en France, pour l'instant. Ou plutôt, Oui, alors, justement, là, on rentre dans une nouvelle phase, puisqu'il y a un arrêté ministériel qui date du 22 juillet 2025, donc c'est assez récent, qui étend l'interdiction de fumer dans l'espace public non couvert. Voilà. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Oui. Alors, À côté d'un mineur notamment. Oui. Et donc, en fait, à proximité de certains lieux, effectivement, par exemple, on ne peut plus fumer en extérieur, dans la cour d'une école ou juste aux abords de l'école, dans l'espace extérieur d'une bibliothèque, d'un stade, d'un équipement sportif ou dans le solarium d'une piscine. Alors, quels sont les établissements qui vont nous toucher, nous, de près éventuellement? C'est si un établissement, une terrasse de bar ou de restaurant est à proximité des plages. Alors, en Isère, bien sûr, c'est les plages de nos lacs et de nos rivières, parce qu'il y a pas mal d'établissements qui sont au bord de lacs, les bibliothèques, les enceintes sportives, les écoles primaires et secondaires en ville, souvent un bistrot qui est juste à côté, des lieux d'accueil, d'hébergement de mineurs. Alors, l'interdiction touche les terrasses et les bars dans un rayon de 10 mètres. On dit un rayon, on prend un compas et on fait 10 mètres autour de l'établissement qui est extérieur, qui est affecté par ces établissements-là. Donc, à partir de ces points d'accès, portes, portails, sorties de secours, et on ne touchera pas sur les fenêtres, heureusement. Ça veut dire, j'ai une école en face de mon établissement, il faut que je fasse mon compas 10 mètres pour voir si, entre l'entrée de mon établissement et l'entrée de l'école, on a plus ou moins 10 mètres. S'il y a moins de 10 mètres, on ne fume pas. Non, mais terrasse. La fumée, parce que ça dépend si c'est un vent du nord ou un vent du sud. Non, parce que... Non, Là, on est sur cette interdiction-là. Donc, effectivement, si effectivement l'établissement, par exemple, il y a pas mal de lacs ici, donc l'établissement qui est sur la plage d'un lac, en moins de 10 mètres, donc dans ces terrasses-là, on ne pourra pas fumer. D'accord. C'est Bien quoi, en ville. Daniel Chavant, pardon, c'est qu'il faudrait que ce soit plus grand, plus petit, qu'est-ce qui On nous oublie surtout. On C'est- oublie de nous mettre des réglementations constamment. Enfin, je veux dire, vous rentrez dans une bibliothèque, il y a un petit café là avec une terrasse où ils fument. Enfin, on frise le ridicule, mais bon, on va obéir comme d'habitude. Est-ce que les terrasses privées sont concernées? Ils ne sont pas affectés.
Donc celle-là, on peut fumer. C'est-à-dire là. C'est-à-dire qu'en fait, on parle du domaine public. Donc, on parle des terrasses de bars et de restaurants qui sont installées sur du domaine public. D'accord. Les bars et restaurants terrasses qui sont installés dans le domaine privé ne sont pas affectés par cette réglementation. En fait, ce qui motive cette nouvelle réglementation, c'est le fait de ne pas montrer aux enfants, aux jeunes, en fait, que on fume. Donc, si vous êtes en face, alors après, on est pour, on est contre, mais en tous les cas, c'est ça qui motive cette nouvelle règle. C'est-à-dire, vous sortez de l'école, vous avez un bar en face, il y a tout le monde qui fume. Est-ce que ça incite ou pas, on ne sait pas, les jeunes à fumer plus tard? Voilà, donc c'est ça, c'est pas. On peut concevoir quand même que la fumée gêne ou pas? Oui, Non, mais là, je c'est plus sur m'interroge. le côté. Là, il y a le côté incitatif. côté- Moi, pardon, Daniel Chavant, je vous avais peut-être. Mais ça gêne énormément de monde, la fumée aujourd'hui. Les terrasses, Oui, on sait non, que mais- beaucoup de. Non, mais sur les, Oui. sur la terrasse, Oui. on interdise parce qu'il y a une table à côté, Oui. mais parce que il y a une école, encore Oui. l'école. Vous voulez dire, Mais c'est une un peu bibliothèque, vous rentrez à la bibliothèque, il y a une. Enfin, Oui. non, Oui, on- mais là, non, mais- oui. Et privé et public, et voilà, c'est vraiment cette notion de. On Ok. n'est pas sur une Ouais. notion de tabagisme passif, Ouais. on est sur une notion d'éducation D'accord. visuelle. mais on a le droit de C'est-à-dire fumer dans la civilisé. rue, dans une ville. Pour l'instant, oui. Alors, Pour et là, l'instant, oui, alors. sauf dans un parc Sauf dans les public, parcs, soit ouais, sur une ouais. plage, sauf dans les. Non, enfin, mais voilà. ça, oui. je Mais dans la rue, Dans la rue, oui, mais par exemple sur la plage avant, c'était Ah oui, c'était oui, non, autorisé, bien sûr. ça ne l'est plus. là, on Et va. dans nos parcs publics continuer. non plus. Donc je pense se Jardin baigner de quand Ville, même je à la pense plage. Voilà, tous tous ces les parcs jardins. Paul Mistral et tout ça, on ne peut plus fumer. Ouais, je sais, D'accord. je sais. Voilà, parce qu'il y a des mineurs. Donc, alors bien sûr, l'interdiction touche, comme je disais, sur un rayon de 10 mètres et pendant les horaires d'ouverture de ces établissements-là. D'accord. Donc effectivement, l'école qui finit à 17h et chez un bar qui est à partir de 18h, mais les gens en terrasse peuvent fumer puisque l'établissement est fermé. Mais attention, là encore, il y a toujours ce qu'on appelle le pouvoir du maire, disciplinaire du maire. Le maire peut étendre le périmètre, donc au-delà de 10 mètres, et peut étendre aussi les horaires d'ouverture. D'accord. Il ne peut pas le restreindre, mais il peut Il l'agrandir. peut l'étendre, et ça, c'est une grande nouveauté. D'accord. En revanche, alors très bien, c'est vrai que c'est encore assez complexe en termes de réglementation privée, publique, horaire, etc. Donc c'est encore assez souple. Dans certains pays, c'est interdit Oui. aussi de fumer en terrasse dans les fait. établissements de restauration. Depuis Ça, longtemps. C'est Et dans les une parcs et chose. les jardins et tout ça, oui. Voilà, mais pour l'instant, rien n'oblige à créer des espaces dédiés, rien dans des établissements de restauration classiques. On oublie l'école, on oublie cette nouvelle réglementation Les mineurs, du mois de l'année 2025. En ce qui concerne une terrasse, rien n'oblige le propriétaire à créer des espaces dédiés ou à demander d'aller sortir de l'espace de la terrasse pour aller fumer au nom du respect de ceux que ça gêne. Non, non, Ça, rien ne- la cigarette est autorisée sur les terrasses en France, D'accord. sauf dans les cas Sauf dans ceux-là. cités par Véronique. D'accord. Est-ce qu'on sait si ça va évoluer prochainement ou pas? Pour on en l'instant, est là. c'est tout ce qu'on a. Ouais. D'accord. Donc à c'est fait. aussi le respect des uns et des autres. Oui, aussi. bien sûr, Ça, bien sûr. c'est ce qui doit toujours fonctionner en tout cas et qui doit aussi être pour l'instant primordial aussi de demander gentiment. C'est vraiment être ensemble. On vit ensemble aussi sur une terrasse. Voilà. Et- exactement. Bon, c'est un vaste sujet et merci beaucoup Véro de nous avoir aidé à y voir un petit peu plus clair. On a la question 2, tout de suite, ça va fumer un peu d'ailleurs je crois sur cette question. Tout de suite avec la question. Une autre fumée. Voilà, une autre fumée, tout de suite. Un petit jingle d'abord. Oui, parce qu'après la hotte du Père Noël, il faut nettoyer la hotte tout court. Donc voilà, et Alors, se nous protéger avons, des... nous avons ce mois-ci Oui. un adhérent restaurateur en montagne là, qui vient de remplir son PMS, voilà, donc son plan de maîtrise sanitaire, et qui s'interroge sur la périodicité de nettoyage des hottes. Et nous avons du coup avec nous Steven Trinklin, pardon, notre partenaire de Airclean Solutions, voilà, qui va nous apporter la réponse à cette question. Vous êtes spécialiste des hottes? On est spécialisé dans tout ce qui est entretien et maintenance des systèmes de ventilation. D'accord. Donc les hottes et les VMC. D'accord, pas le ramonage classique comme... Ramonage classique, non, on ne fait pas. Voilà, d'accord. Et c'est assez spécifique d'ailleurs parce que c'est très contraint encore comme domaine. Alors oui, il y a une législation qui impose l'entretien annuel sur les hottes de cuisine. Annuel. Et, une fois par an. Alors on va dire que une fois par an, légalement, c'est une obligation. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que suivant les établissements, suivant le type de cuisine qui est pratiqué, le volume de repas qui est effectué, il y a des établissements qui nécessiteraient
plus d'interventions dans l'année, voire 2, voire 3, voire 4. Maintenant, il faut Au comprendre. nom de quoi? Alors, De la sécurité ou en exemple que tu pourrais donner en exemple d'établissements qui nécessiteraient un nettoyage plus fréquent des hôtes? Un type d'établissement. Oh, bah, Pas une cuisine. Clairement, les fast-food. Clairement, les fast-food, type... on peut citer des marques, je sais pas, mais type McDonald's, non, on peut pas. on est obligé. 3 Burger King, Burger allez, King, KFC, et puis Quick, et un voilà. peu d'autres, je sais plus. Non, bah eux, voilà, Popeyes, enfin, c'est ils pour sont Moïse. obligés de... Ils ont... Dans leur programme, dans leur plan de maîtrise sanitaire, ils le font 4 fois par an, minimum. Voilà. Mais bon, Parce voilà. qu'il y a un volume, et voilà, c'est ça. Et plus de friture aussi, c'est ça? Quelqu'un qui Oui, veut oui, faire tout de à la fait. cuisine Tout à fait, c'est ce que je avec disais. des salades. C'est ce que je disais. Si on prend un restaurant végétarien qui fait que des salades, forcément, même une fois par an, dans l'absolu, ce serait même pas une obligation. Enfin, je Mais veux ça dire, l'est quand même. Mais ça l'est. Voilà. Ce qui est aussi intéressant, je me permets, on parle d'entretien des hôtes, mais il faut aussi s'inquiéter du système de ventilation quand on achète justement un fonds de commerce, parce qu'on voit la hotte, on se dit, bon, bah, ça y est, c'est bon, il y a une hotte, etc. Mais peut-être qu'il y a juste aussi un problème de débit et d'extraction. Et que, enfin, moi, je me souviens très bien avoir acheté, m'avoir dit, c'est une hotte, c'est bon, elle marche, etc. Et en me disant, bon, bah, je la ferai entretenir. Mais en fait, j'avais pas assez de débit, donc je pouvais faire entretenir ce que je voulais. J'avais pas assez de débit pour la cuisine que je faisais et le nombre de personnes que j'accueillais au sein de mon établissement. D'accord. Voilà. Tout à fait. Mais après, les débits, ça se calcule. Hein. Par rapport à la puissance de feu, par rapport au nombre de repas, et ben, on met un moteur qui est adapté avec un diamètre qui est adapté. Mettre un gros moteur sur un petit diamètre d'évacuation, ben, forcément, ça ne fera pas le travail. Voilà. Très bien. Donc vous préconisez, donc, enfin, ce qui est obligatoire, c'est une fois par an pour le nettoyage de vos hôtes, plus selon la cuisine, voilà. Donc là, c'est là où votre expertise devient intéressante, hein, de pouvoir tout à fait. aussi échanger avec vous en fonction de l'activité de l'établissement. Et après, donc ce que dit Chou, c'est donc de s'assurer aussi que la hotte qui est en place convient aussi pour le type de cuisine faite. L'extraction à la hauteur Voilà. Tout à fait. Et l'activité. et je tiens aussi à rappeler qu'il est nécessaire de nettoyer ces filtres très très régulièrement. Ce qui souvent passe à l'as chez les restaurateurs, c'est une fois par semaine, c'est l'entretien idéal pour les filtres. Ça permet de maintenir en fait un système d'extraction en état. Et oui, Ça se dégrade, hein, plus on les nettoie et plus ça se change aussi, mais ça se dégrade quand même assez vite, les filtres, non? Alors les filtres, dans l'absolu, ça ne change pas, ça se nettoie. En règle générale, on les nettoie. Hein, c'est quand même. Parce qu'une fois par c'est semaine, c'est facile. ça va. C'est Franchement, bien c'est- résistant en tout cas. C'est facile. Il y a des restaurateurs qui mettent en place un nettoyage quotidien. En fait, ils prennent un filtre, ils le nettoient tous les jours et ils inversent tous les jours, ils en nettoient un autre. Et du coup, ça, D'accord. voilà, c'est quelque chose de très simple. Et ça, c'est intégré dans le plan de nettoyage. Ça doit être notifié dans le plan Voilà. dans le plan de maîtrise sanitaire. Allez, Tout à on fait. verra ça avec Et, Véro je le me mois permets prochain. juste un restaurateur qui fait pas ces nettoyages de filtres, qui va pas entretenir sa hotte, quels sont les risques, que ce soit, enfin, je sais pas, que ce soit Ah bah là. financier, que ce soit assurance, que ce soit. Ah ben, alors, dans le cadre d'un incendie dans un établissement, les assurances vont se retourner sur le registre de sécurité. Ils vont demander toutes les attestations et les certificats d'entretien, quel que soit le motif de l'incendie, la cause de l'incendie. Si l'entretien de la hotte n'a pas été fait, sur les indemnisations, il y aura 30% qui seront retirés. Donc, Donc il y a un enjeu, il y a un enjeu un de enjeu de risque sécurité, d'incendie tout et à après fait. de l'indemnisation, bien sûr, en cas d'incendie, c'est arrivé. Voilà. Et dans le cadre. Sécuritaire et économique. Mais alors, Tout à fait. pardon pour ma question un peu basique, hein, parce que je suis vraiment pas une spécialiste des hottes. Je sais même pas si chez moi je la mets tout le temps. Qu'est-ce que ça implique? Quel est le risque de ne pas entretenir sa hotte? Est-ce que les produits inflammables s'accumulent sur le filtre, dans le conduit? Est-ce qu'on filtre moins, donc l'air est vicié et le risque d'incendie est plus fort en cas de... Quel est vraiment le risque Alors, il y a en déjà termes de physique? un risque de perte de débit. Forcément, si le moteur s'encrasse, une fois que le moteur il est encrassé, il peut tourner à la vitesse qu'il veut. En fait, il n'aspirera L'aspiration, plus. elle fonctionne pas, ouais. Il y a un risque d'hygiène aussi, parce que bon, si les filtres ne sont pas entretenus, ils vont avoir tendance à s'encrasser. Et du coup, ça arrivé, j'ai déjà vu en fait des filtres
qui perdaient de l'huile, qui goûtaient, Ben oui, en ça, fait, c'est- au-dessus du piano. ouais. Donc là, l'hygiène, voilà. Et puis oui, le risque principal, c'est réellement le risque d'incendie. C'est vraiment quelque chose... Enfin voilà, il faut pas passer à côté. Dès l'instant où on fait flamber, si les filtres sont sales, qu'il y a des graisses qui sont un petit peu à l'état liquide, dès l'instant où on va faire flamber un aliment, D'accord. voilà, si ça chauffe, ça peut Il faut partir. être aussi attentif, pour rejoindre ce que tu disais, on s'aperçoit que ça est passé à manque de puissance, d'extraction, etc. Donc on fait monter en puissance, mais il n'y a pas le suivi au niveau sonore. Ce qui fait qu'après, vous avez tous les voisins qui hurlent parce que c'est trop bruyant. Alors là, Oui. qu'est-ce qu'on fait? Non mais c'est... Bah, il y a différentes solutions qui peuvent être proposées. On a il y a des bouchons pièges à d'oreilles, son. pardon. Il y a Des quoi, pardon? il y a des pièges à son qui peuvent être installés sur des tourelles, en fait, pour éviter la contrainte sonore au niveau du voisinage. On va avoir un lapsus, là, parce qu'on dirait on a envie de... Bon, voilà. Pardon, c'était tentant. Non, quoi. ici, c'est une bonne C'était tentant. intention, ça fonctionne. Après, si je peux juste amener une information je pense qui est importante, c'est que les restaurateurs prennent en compte l'avis des techniciens. Quand on préconise un deuxième nettoyage dans l'année, c'est pas que pour faire du chiffre, c'est aussi parce qu'on a ce professionnalisme et cette analyse qui dit, en fait, il est nécessaire de faire 2 interventions dans l'année. Voilà. D'accord. Selon les activités, etc. Oui, Ben, oui. voilà. Oui, oui. Vous êtes plus une aide que, effectivement, une... Et je reviens au Ouais. son, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur les... Des pièges à son Ah, qui oui, introduisent. Qu'est-ce qu'on rajoute? Non, en fait, les pièges à son, en fait, c'est une matière en fait qu'on vient mettre à proximité de la tourelle, Ah oui. en fait, qui vient absorber en fait tout ce qui est son D'accord. Et ça dérangeant. fonctionne quels que soient les dispositifs. Oui, il y a des D'accord. dispositifs qui sont adaptés en fait pour tout Et type ce d'extracteur. sont vos sociétés qui les proposent? Oui, on en ou installe, qui ont- oui, bien sûr. D'accord, D'accord. très bien. Bien sûr. Et dernière Intéressant. chose aussi pour ce qui est des nuisances, on n'en a pas parlé, c'est au niveau de la clientèle. Parce que parfois, on rentre dans certains établissements où ça sent la cuisine et un petit peu plus que la cuisine. Et quand on n'a pas un bon débit, et pas une extraction et pas un entretien correct, eh bien, on a de très fortes odeurs dans les établissements. Je vous donnerai des adresses. Et Non, mais vraiment, Il c'est... faut c'est- rajouter c'est- des bons de pressing Oui. avec la facture. Voilà. Donc, quand des on a un coiffeurs, bon parce que entretien, ça- ça n'arrive pas. après, on peut compléter aussi sur les nuisances olfactives, les nuisances olfactives au niveau du voisinage. On a aussi des solutions pour traiter ces nuisances-là. D'accord. OK. Et c'est bon à savoir pour votre entreprise Oui. Air Clean Solutions. On le rappelle. Eh bien, merci beaucoup, Steve. Merci. Steve, C'est ça. On salue Julien qui est derrière vous Tout à fait. et qui a acquiescé, bien sûr. Allez, tout de suite, les bons plans, les tendances de chou. Alors, notez bien, on n'appelle plus la tradition, on appelle ça comfort food, c'est ça? Qu'est-ce que vous prononcez bien. Merci. Et oui, aujourd'hui, on va parler de la comfort food. Alors, la comfort food, c'est quoi? Elle désigne une cuisine simple, généreuse et réconfortante, souvent associée à des souvenirs d'enfance ou des moments de bien-être. Alors, elle privilégie, entre guillemets, le plaisir, ce qu'on appelle immédiat, parfois au détriment de l'équilibre nutritionnel, et laisse place à des plats riches en goût. Alors, quelques exemples. Riche et hein. pas kangou, c'est ça? On peut avoir donc le burger, les frites maison, Ah oui. les plats mijotés, certains types de pâtes ou encore des desserts gourmands comme des gâteaux maison. Ces Donc c'est aliments- tout indice E, c'est ça? Voilà. Après, vous allez le voir juste après, ce sont des aliments qui procurent un sentiment de réassurance et de satisfaction émotionnelle. C'est souvent associé à une atmosphère chaleureuse, accompagnée d'une musique ou douce ou nostalgique, qui accentue le sentiment de bien-être. Alors pourquoi ça marche la comfort food? Parce que vous allez me dire oui bon ça va quoi, c'est bon, les burgers on en a vu, c'est vu revu corrigé, mais pourquoi ça marche? Parce que avec la comfort food, la restauration devient un moment de plaisir, on l'a dit, mais aussi et surtout un moment de refuge. Plus de 60% des consommateurs déclarent rechercher des plats réconfortants lorsqu'ils mangent à l'extérieur, notamment dans un contexte de stress, de rythme de vie rapide ou d'incertitude économique. Je vous le donne en mille, c'est la pleine forme en ce moment. Et du coup, tous ces plats-là, réconfortants, mijotés, en sauce,
agréable, dans une atmosphère chaleureuse, appelle un petit peu à répondre à cette notion de refuge. Chez les jeunes, 43,4% disent que le stress les pousse à choisir la comfort food. Quelque chose de réconfortant, quelque chose de sucré, quelque chose de doux, quelque chose de juteux, pour un petit peu pallier à ces moments un petit peu plus compliqués. On pourrait dire oui, c'est vu et revu quand même, mais pas du tout, parce que ça touche toutes les générations, la comfort food, du jeune adulte jusqu'aux familles. Et cette comfort food, elle a su se moderniser. On n'est plus sur le burger ultra gras. On travaille maintenant des burgers gastronomiques. On n'est plus sur le plat de pâtes avec du fromage. On travaille des mac and cheese avec des ingrédients de qualité. Et les plats traditionnels sont maintenant remis au goût du jour. On voit revenir des plats qu'on connaît qui peuvent être remis au goût du jour et pourquoi pas avec des produits locaux ou voire même un petit peu allégés. Question. Oui. Est-ce qu'un pot-au-feu, c'est un comfort food? Oui. D'accord, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, c'est très bien, c'est un 10A, un pot-au-feu. Exactement. Alors, Ok. excuse-moi aussi, cette appellation, pourquoi pas français? Parce qu'on a ce qu'il faut aussi. Hein. Pourquoi comfort food? Nourriture réconfortante. Non, mais d'accord, mais pourquoi? Non, mais ce mouvement arrive d'où? Il arrive d'où? Ce mouvement, On la trouve comme ça dans la notion de tendance. Alors c'est vrai que bien souvent on anglicise un petit peu tous les termes, au même titre que dans la rubrique précédente, la curator playlist. Mais effectivement, on parle bien souvent de nourriture réconfortante. Voilà. On est dans le benchmark C2C, B2B, voilà, Oui, c'est mais comme ça à la cuisine. Et oui, soyons tendance. Voilà, elle marche aussi cette nourriture réconfortante sur le plan économique parce que c'est une tendance attractive pour les restaurateurs parce que pour certains plats, elle peut représenter une forte marge. Pour le client et pour les personnes, enfin les serveurs-serveuses qui seraient en salle, ce sont des plats qui sont faciles à comprendre pour la clientèle et de fait faciles à vendre. Voilà, ce sont des plats qui parlent à tout le monde. Donc que ce soit, je le redis, vous l'avez dit, pot-au-feu, ça peut être burger, ça peut être mac and cheese. Ce sont des plats qui sont connus, donc faciles à vendre et qui favorisent aussi la commande d'extra parce qu'on peut rajouter à ça des frites maison, plat réconfortant, une petite sauce en plus ou encore un dessert gourmand. Pas de salade, ok. La salade, elle n'est pas comfort. Non, pas du tout. Il est à noter que dans certains établissements, ce type de cuisine peut représenter quand même jusqu'à 40 à 50% des ventes. Donc c'est quand même à noter, voilà, ça peut être intégré dans certaines de vos cartes. La comfort food aussi, ça marche parce que c'est une réelle vitrine pour l'établissement. Ce sont des plats généreux qui sont visuellement attractifs et largement partagés sur les réseaux sociaux. Donc vos plats deviennent des plats instagrammables et de fait réseauter un maximum, surtout par la jeune génération, et ça vous fait une communication directe pour votre établissement. Et enfin, c'est une tendance qui s'inscrit dans la durée parce qu'elle s'adapte aux nouvelles attentes. La nourriture réconfortante peut être maintenant sous version végétarienne, avec des produits locaux, on l'a dit tout à l'heure, sur des recettes plutôt équilibrées, tout en conservant l'idée centrale du plaisir réconfortant. En résumé, la comfort food, c'est pas seulement une façon de manger. Pour le client, c'est une expérience émotionnelle centrée sur le plaisir, le partage et le réconfort, sur toute génération confondue. Et pour le restaurateur, si c'est une offre bien pensée, avec des plats généreux, des portions adaptées et des menus adaptés, ça peut aujourd'hui être un vrai levier commercial. Bon, alors maintenant un petit quiz, si vous avez bien compris, est-ce que c'est les valeurs dans lesquelles on se reconnaît, est-ce que c'est quelque chose les deux, qui va être d'accord. Donc les deux, on est un gratin, notre gratin dauphinois, comfort food 100%. Comfort food. D'accord, nourriture réconfortante. Une blanquette de une blanquette, un burger travaillé, quelque chose. D'accord. En fait, on fait appel aussi à nos sens. Ce qui est réconfortant, et on le dit souvent, c'est aussi le sucre, c'est un petit peu l'appétence. Enfin voilà, certaines restaurations rapides l'ont compris il y a bien longtemps. Donc c'est aussi ce côté réconfortant
gustatif. D'accord. D'accord. C'est vraiment d'aller chercher, c'est le doudou, quoi. C'est On va le doudou. chercher, C'est voilà, le le doudou Ouais. quand on n'est pas trop en forme. Et Oui, mais alors on le sera encore moins après. C'est-à-dire ça réconforte que sur quelques bah ça, minutes. c'est- Et après, pouf, ça un dépend peu de des stress personnes, quand on ça voit dépend, que... ça dépend. Et oui, Voilà. Mais faut- c'est vraiment, et ça va avec une atmosphère D'accord. généralement. et un Ok. type de restauration. Donc moi, je suis pour. Allez. L'arrivée aussi des bouillons. Bien sûr. Oui, tout à Alors fait. l'arrivée des bouillons, ça correspond justement à cette nourriture Retour, réconfortante même, et aussi à un panier moyen Bien qui sûr. est un petit peu plus faible. Tout à fait. L'œuf maillot, comme for food. Comme C'est for pas food. chaud, c'est pas nécessaire. Voilà. À fond. Voilà, voilà. D'ailleurs, il n'y en a pas assez, si je peux me permettre. C'est plein les brasseries parisiennes, de partout. C'est vrai qu'on trouve Ça rarement commence quand même nos à pas petits... mal. C'est vrai, le petit poireau vinaigrette. Moi, Ouais. j'adore ça aussi. Que L'œuf la mayonnaise qui te perturbe, parce qu'on peut te l'amener la prochaine Ah, fois. volontiers, j'adore ça. Tiens, en sauce mayonnaise. Une bonne omelette, des bons... Oui, c'est vrai que souvent, on fait un petit peu compliqué, alors que les choses les plus simples et bien faites, c'est un vrai régal. Mais j'insiste, hein, ça n'est pas que sur la restauration française. Il y a les bouillons, mais on a aussi tout ce type de D'accord. restauration à côté qu'on décline, que ce soit les burgers gastronomiques ou un plat de pâtes qui serait servi Oui, de oui. manière plus copieuse, plus en sauce, faut avec des aussi- produits de qualité. Je pense aussi que le plat, la nourriture, oui, mais il faut aussi qu'il y ait un lieu qui... Tout ce qui va avec. Voilà. Tout ce qui Excuse-moi, va je ne sais avec. pas si dans les lieux de McDo, il y a cette douceur, ce cosy quand tu te poses. Non, Excuse-moi. mais il y ça pue a, mais il y a la frite, c'est- recherche, c'est en glacial, revanche, c'est- d'aller vers quelque chose gustativement qui C'est vient pas un petit bon, peu faire excusez-moi. travailler. Non, mais- Oh, oui, non. Mais Bah, complètement. Je vais pas me faire des copains chez les fast-food, mais il y en a, c'est vraiment pas bon. Voilà, certains oui, faut le reconnaître aussi, et les petites sauces qu'on peut finir avec les doigts, ça, il n'y a pas de problème. Mais merci beaucoup, la tradition plaisir. de ces bonnes choses qui nous font du bien, avec la petite musique qui va bien, ça c'était la chronique du mois dernier. Exactement. Merci Chou, merci à vous tous encore pour ces repères précieux pour la profession. On vous retrouve avec plaisir en avril. Merci à tous. Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Merci de patienter.